Les gens, ils sont toujours étonnés, voire, je vais pas dire méprisants, mais toujours à regarder de haut un peu l'univers de YouTube et à pas comprendre comment l'univers de YouTube peut te passionner. Tu vois, comme s'ils passaient un petit peu à côté de ce que ça représente vraiment. Tu fais référence à quand j'ai commencé YouTube en 2020 avec un son par jour. Il y avait un peu toute la communauté musicale qui me voyait en bizarre. Ouais, voilà. Cette même communauté qui maintenant d'ailleurs veut péter sur YouTube. Bah, tout le monde doit péter sur YouTube. En fait, on est tous là à s'exprimer sur les réseaux sociaux, que ce soit avec des photos Instagram. Ouais. Parce que tu vois, à un moment donné, il y avait des gens qui disaient « Ouais, Olivier, tu te lances sur YouTube et tout, c'est pas frais. » Ouais, mais vous êtes là en train de faire des photos Instagram. Ouais. Je sais pas, moi, je préfère être quelqu'un qui a un discours, vidéo, long format sur Internet, que quelqu'un qui est là en train de réfléchir quel make-up il va mettre alors que c'est un rappeur pour sa prochaine photo Instagram. Mais justement, ça en dit long. Ça veut dire que ce qui les intéresse, c'est justement the way they look. Oui. Pas la substance qu'ils ont à partager. Et je veux dire, depuis que j'ai quitté la musique, tu vois dans le rap que, même de manière globale et générale, c'est pas propre à l'influence que j'ai pu avoir, ben, le niveau au niveau des textes, il a baissé. Parce que ça a été des artistes qui se sont tellement confortés dans l'image, etc., ben, qu'ils en ont perdu la substance. La substance. Et moi, quand je suis sur YouTube et que je raconte quelque chose, ou même quand je monte un concept de divertissement avec un message derrière, ben, je suis seulement focalisé sur la substance. Avant de commencer, vous pouvez aussi retrouver Cover en version audio sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et toutes les plateformes. Si vous aimez le podcast, pensez à mettre 5 étoiles, ça m'aide beaucoup. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et c'est marrant parce que du coup, t'es devenu un peu un OG, un puriste de la musique, kind of. Ouais. Et à côté de ça, t'es genre un gosse, littéralement, quand il en vient à la technologie, justement. Ouais. Genre, il y a un truc avec lequel tu vas jamais décrocher sur la culture, c'est vraiment la tech. T'es obsessed, t'es un gosse de 16 ans. Par contre, quand il en vient à la musique, c'est vrai que t'as ce côté un peu puriste vibe, like it's not the same anymore. Non, ça va. Non, je faisais une crise cardiaque. Tu veux un verre d'eau? Ce serait compliqué quand même. J'allais jusqu'au bout de la blague. Oui, peut-être un peu trop loin. Ouais. Comment ça s'appelle? Ouais, non, mais en fait, la technologie, elle a toujours fait partie de moi. Et la création digitale, donc ça m'a toujours fait rêver. Quand j'étais jeune, nous, on n'avait pas d'ordinateur au tout début, tu vois, on n'avait pas d'ordinateur. Et mon père, il a dit, je peux te laisser avoir accès à mon PC si jamais tu peux m'apprendre quelque chose. Et donc moi, j'ai été à la Fnac dans le rayon informatique, j'ai pris un livre et j'ai bouquiné et j'ai appris à coder comme ça. À l'époque, sur un logiciel qui s'appelait Flash et le langage de programmation, il s'appelait ActionScript. Puis j'ai montré à mon daron, j'ai dit, regarde ce que je sais coder, regarde... Il a dit, c'est tout, je t'installe un ordinateur dans ta chambre. Tu lui as prouvé, quoi. Je lui ai prouvé, tu vois. Regarde papa. Et donc, mon entrée dans ce qui est informatique, il s'est fait par le biais de la création. Si tu le compares, par exemple, aux enfants, qui, eux, leur tablette, ça leur permet de se divertir, de consommer. Ouais. Moi, quand j'ai eu un ordinateur, c'était directement pour de la création. Et du coup, ça a créé une espèce de symbiose entre les deux mondes qui fait qu'un truc qui m'intéressera toujours, c'est la création assistée par ordinateur. Ça m'intéressera toujours. Alors aujourd'hui, c'est de la musique. Pendant mes études, c'était ce qu'on appelle du CAD, Computer Assisted Design, quand je faisais des études de génie civil et que je devais designer des ponts grâce à l'ordinateur. Aujourd'hui, c'est des vidéos. Demain, grâce à l'IA, ça va peut-être être des mondes immersifs où les gens ils pourront se plonger dans... Tu sais, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est un peu comme si tu réunissais le meilleur de tous tes mondes. Parce que t'as quand même plusieurs facettes. Ouais. T'es développeur, t'as travaillé chez Deloitte, t'as fait de la consultance, t'as travaillé dans les banques, t'as fait t'as ton diplôme en génie civil, t'as fait de la musique, t'as fait éditeur. En fait, comme... plein de choses, plein de palettes qui te réunissent autour de la créativité et de l'ingénierie. Ouais. Et en fait, c'est comme ça que tu crées de toute façon, c'est comme ça que tu as toujours créé. Et ces nouvelles technologies-là, mêlées à l'artistique, c'est un peu, genre, le résumé de qui tu es aujourd'hui, tu vois. C'est comme ça que tu crées, avec de l'ingénierie. C'est très joliment dit. Merci, j'apprécie. Mais, très joliment dit. Bah oui, c'est comme ça que je crée, c'est comme ça que je sais créer. Et en fait, j'ai eu un gros avantage dans ma vie, c'est que le monde, il a été dans cette direction. On aurait pu avoir un monde qui était moins technologue, où on avait décidé de se reconnecter à la nature et que c'était comme ça que la société, elle était organisée, etc.
Ça aurait pas été pour toi. Ça aurait pas été pour moi, quoi. Ouais. J'aurais été un gars bizarre dans une grotte avec mais les machines, tu vois. Ouais. J'ai eu la chance que le monde il est parti dans cette direction et je veux dire, il y a des positifs et du négatif au fait que le monde il aille dans cette direction, mais moi je suis à ma place en fait. Ça me fait rire quand tu dis que t'aurais été un gars bizarre dans les grottes parce qu'il y a des gens qui te voient comme ça, surtout quand ils voient tes stories avec avec une phrase. Ouais, T'aimes bien poster des stories comme ça? Oui, j'aime bien poster des stories avec juste une phrase, un texte blanc sur un fond noir. Sur un fond noir. Mais en fait, il y a une réflexion derrière. Bien sûr. C'est pas juste je m'ennuie, j'ai pas envie de faire d'efforts. C'est juste que quelqu'un, quand il consomme une story, il va pas prendre le temps de se poser pour la regarder, contrairement à un réel ou un short. Il va juste passer. La plupart des gens sur Internet, je les vois faire des stories en vidéo, où ils font des selfies. Mais la plupart du temps, quand on regarde les stories, on n'a même pas le son activé. Genre, le son, il est mute. Ouais. Et on est juste là en train de skipper. Faut trouver un autre moyen pour attraper la personne. Et en fait, le texte blanc sur fond noir, il est connoté. Il est connoté parce qu'en général, les créateurs de contenu ou les influenceurs, quand ils l'utilisent, c'est parce qu'ils vont dire un truc important. Ils ont été dans une sauce, ils vont faire une déclaration, un communiqué, donc ils ont mis le fond noir sur texte blanc. Et du coup, nous, en tant que public, on a développé l'habitude de se dire faut qu'on s'arrête. Faut qu'on s'arrête, faut qu'on sache. Ouais. Et donc, c'est ça mon truc. Et je sais que si j'en fais 4 ou 5, en général, ce sont mes stories qui font le plus de vues, qui font le plus d'engagement. Parce que justement, elles attrapent. Tu les lis 1, 2, 3, 4. Tu peux être dans ton train, tu peux être dans ta cuisine, tu peux être avec tes parents, etc. Tu dois pas mettre de son. Et donc, tu vas le consommer beaucoup plus. Mais tu vois, ça, c'est le genre de truc qui me fait kiffer. Réfléchir aux choses comme ça, les déconstruire pour mieux les réingénierer. Oui, d'accord, c'est ça. Réingénierer. Ouais. Eh ben, ça, c'est... Là, je m'éclate. Franchement, je suis trop content. Je pense que tu brilles dans tellement de domaines, mais vraiment créer du contenu engageant, c'est un domaine dans lequel tu es devenu un expert clairement. Aujourd'hui, tu as commencé ta chaîne YouTube, tu avais 0 abonnés, tu sors 3 vidéos, elles sont toutes à 1 million et plus, ou aux alentours, alors que t'en avais jamais sorti avant. 1,7 million pour la première, 900 000 pour la deuxième. J'ai pas réussi le million, mais bon, c'était la santé mentale, c'était un sujet qui me tenait à cœur, donc c'était important que je le fasse même si on n'arrivait pas au million. Et le troisième, il a fait 1,4 million en une semaine, et puis il a bloqué là parce que YouTube l'a strike parce qu'il contient des scènes non adaptées à un public mineur, chose que je suis totalement d'accord. Du coup, avec tout ce qu'on a appris, là, la 4e vidéo, faut que BAM! Ouais. Et au-delà des chiffres et de ce que ça représente en millions de vues, ça retraduit simplement une haute connaissance de comment les algorithmes fonctionnent et comment architecturer sa vidéo pour qu'elle fonctionne. C'est pas juste, il a fait 1 million de vues, il est trop fort. Ce que ça signifie, c'est qu'il n'y a pas de hasard et de toute façon, je le sais, je te vois créer. L'intégralité d'une vidéo ou d'un contenu, il est architecturé de sorte à ce qu'il soit engageant. Au point où aujourd'hui, même des gens qui travaillent dans des entreprises te sollicitent pour pouvoir les aider à faire exploser leur contenu. Des génies qui travaillent dans des entreprises. Des génies. Parce que il n'y a pas tout le monde, surtout en France, on n'a pas vraiment cette culture. Si tu veux, au States, ça fait déjà 5 ans, 6 ans, si pas un peu plus, qu'il y a des consultants YouTube. Ouais. Donc des gens que les plus grands créateurs de contenu, les plus grandes entreprises vont appeler pour qu'ils les aident à développer leur chaîne parce qu'ils savent très bien que la création de contenu aujourd'hui c'est le nerf de la guerre. Pas les plus grands créateurs de contenu, les plus grands entrepreneurs qui ne savent pas comment... Aux States, même les plus grands créateurs de contenu, même MrBeast, ça lui arrive d'aller voir ce qu'on appelle des stratégistes YouTube. Ouais, c'est vrai. Et de leur dire, regardez, analysez ma chaîne et dites-moi qu'est-ce qui va pas, tu vois. Ouais. Et en plus, t'as les entreprises, par exemple, t'as un gars, il est archi connu aux États-Unis, il s'appelle Paddy Galloway, il donne des super comment ça s'appelle, conseils sur Internet pour les gens qui veulent se lancer. Lui, il a travaillé pour MrBeast pendant 1 an. Quand il a fini sa mission, maintenant, il travaille pour Red Bull. Et comme par hasard, toutes les vidéos YouTube de Red Bull, elles deviennent virales depuis qu'il est là, tu vois. Ouais. En France, il y a que un nombre très limité de personnes qui se rendent compte que ce service a de la valeur. Et c'est pour ça que je dis ce sont des génies, parce qu'en fait, il faut avoir la vision pour se dire, je vais pas utiliser mon ego pour décider qu'est-ce que je dois faire, je vais utiliser le savoir et la connaissance de quelqu'un d'autre. Parce qu'un truc que t'as pas dit, c'est, pour les gens qui nous écoutent et peut-être qui savent pas, mais les 3 vidéos qu'on a mentionnées, je les ai sorties sur une chaîne YouTube qui avait
0 abonnés. Et en fait, ce que je trouve merveilleux, c'est que systématiquement et à coup sûr, à chaque fois que tu passes par là, les performances, elles sont drastiquement différentes. Ah, parce que je connais mon karaté. Tu connais ton karaté. Moi, je suis là, j'étudie le truc, tu vois. On a commencé YouTube quand? Il y a 5 ans. 6. On a commencé le 1er janvier 2020. Ouais. Donc ça fait 6 ans. Mais ces 6 ans-là, chaque jour, moi, je les passe à étudier. Ouais. Je les passe à regarder tout ce qui sort, à ne pas juger, à être objectif, à regarder ce qui se passe et à essayer de tirer des conclusions et puis à faire des essais. Et c'est comme si j'avais un bac plus 6 minimum en création. Parce que avant ça, quand je faisais de la musique, ben forcément, je réfléchissais aussi à des trucs marketing. Je conseillais aussi les artistes sur, ouais, tu devrais peut-être sortir ça. Ouais, tu devrais peut-être leaker ça, etc. Et donc, c'est bac plus 10 en fait. À un moment, je suis un gars, je pourrais avoir un doctorat en création de contenu. Cette connaissance que tu as développée sur les réseaux sociaux, elle est telle que tu as même des comptes cachés sur TikTok que tu n'as déclarés à personne, sur lesquels tu as des millions de personnes qui regardent ton contenu en anglais, et c'est du brain rot. Tu veux en parler? Non. Non, en fait, à un moment, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, moi, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Bah, ok, montre-nous que tu es vraiment capable. Ouais. Et moi, si je vais chez quelqu'un et je lui dis, je peux t'aider à faire péter ta chaîne, je peux t'aider à faire péter ton compte, je peux t'aider à faire péter ton influence sur Internet, et que la personne me répond, ouais, mais j'ai 0 abonnés, est-ce que c'est vraiment possible? Je dois pouvoir montrer les preuves que c'est possible. Et donc, j'aime bien avoir une quête secondaire où je montre que c'est possible si on utilise toute la connaissance, parce qu'au final, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas un truc de qui tu connais, c'est pas un truc de qui t'a placé là, c'est pas un truc de t'as de l'argent ou t'as pas de l'argent. Au final, c'est vraiment un truc de connaissance et d'appliquer ces théories, tu vois. C'est vrai que la viralité, c'est pas quelque chose qui s'achète. C'est vraiment le peuple, les gens qui décident. C'est pas un truc que les gens qui ont de l'argent peuvent s'acheter, tu vois. Enfin, s'ils font appel à toi, moi. Appel à toi, ouais. Ou à d'autres gens. Mais même, moi, je vais plus loin. C'est en fait, la viralité, c'est comprendre que tu le fais pas pour toi. Tu le fais pour les autres. Tu le fais pour les autres. Ouais. Et c'est le truc le plus important, qui est le plus dur pour les gens qui veulent se mettre en avant, Ouais. à comprendre, c'est que c'est pas pour toi, c'est pour les gens. Un hook, en fait, qui fonctionne, c'est pas tant la phrase qui buzz le plus. Non, c'est la phrase que les gens ont envie d'entendre à ce moment-là, framée de cette façon-là. Et donc, c'est presque un truc où il faut être un peu altruiste dans son approche de la création de contenu et dire, bah moi j'aime ça, moi j'aime ci, mais je sais que les gens, c'est ça qu'ils veulent voir, c'est ça qu'ils attendent, ben c'est ça qu'il faut leur donner. Ouais. Et pour moi, c'est très facile parce que j'ai toujours été dans les behind the scenes. Quand je faisais de la musique, ben, je produisais pour les autres. Sur YouTube, je veux dire, toi, tu as des millions d'abonnés. Moi, je suis le mec d'Océane. Non, c'est moi qui suis la meuf d'Olivier, franchement. Mais moi, en fait, ça m'a jamais dérangé d'être cette personne. Et je trouve ça bien, c'est parce que je suis tellement passionné par le résultat final, je suis tellement passionné par le projet en lui-même, que si on me l'attribue, si on me l'attribue pas, je m'en bats les couilles. Oui, là, as long as you make money with it. Voilà, c'est au final, on trouve un business model derrière et on trouve un moyen de le faire, pas que ce soit juste de la charité qui me coûte plus que ça me rapporte. Ah, c'est clair. Mais moi, c'est ça qui me passionne, c'est me dire, ok, on a littéralement régalé le peuple. Et si tout le monde pensait comme ça, bah, tout le monde ferait plus de vues. Ouais, non, pas tout le monde pense comme ça, et c'est pas très grave si pas tout le monde pense comme ça. C'est ce qui fait ta particularité et ton succès. C'est mon côté égoïste. J'ai envie qu'on parle d'IA parce que c'est un sujet qui te passionne, qui t'obsède au quotidien, du coup qui influence un peu toute l'équipe. Même mon entourage. Ton équipe, ton entourage, ton père, tes enfants, moi, tout le monde. Mes followers. Et donc du coup, ça a un peu impacté la façon dont moi aussi j'appréhende ma création de contenu au quotidien. Et donc c'est un message que je tiens auprès de ma commu et tout. Je sais que ça peut fâcher des gens même carrément. L'IA, c'est toujours un peu controversé. Nous, on trouve ça passionnant. Pourquoi toi, ça te passionne? L'IA, entre guillemets, c'est controversé, mais aujourd'hui. Ouais. Et parce que il y a certains médias ou certaines personnalités qui ont mis en avant les réels négatifs de l'IA. C'est sûr,
je veux dire, les modèles qu'on entraîne aujourd'hui ont des sérieuses conséquences sur l'environnement. Ça, c'est un fait. Ça pollue de l'eau. Ne parlons même pas des injustices sociales et politiques que ça peut créer. Parce que tout ça, au final, on n'en parle jamais, vous avez jamais entendu ça nulle part, mais tout ça, au final, c'est sur le dos des Congolais. C'est clair. Si tu inverses la pyramide de l'IA, tu vois, les grosses compagnies qu'on connaît, Facebook, machin, etc., qui dépendent des cartes graphiques, Nvidia, etc., qui dépendent des puces électroniques et des fonderies, Samsung, Taiwan Electronics, je sais plus comment il s'appelle, Semiconductor électronique, pardon, qui dépendent des matières premières, tu finis sur le Tantal. Les réserves du Tantal, elles sont où? Elles sont au Congo, et le Congo n'exploite même pas ses réserves. Parce qu'on a fait voter un traité pour dire qu'on n'avait pas le droit d'acheter ces minerais au Congo. Donc on les achète au Rwanda. Ça veut dire que c'est le Rwanda qui Bon, bref, je peux partir, mais il y a plein de choses négatives qui sont mises en avant et qu'on a tout droppé d'un coup sur le public. On leur a dit, ben voilà, tous les négatifs, l'IA, ça fait peur, etc. Et du jour au lendemain, le public, il doit essayer de dealer avec ça. C'est normal que, du coup, ça crée des positions clivantes. Mais moi, mon entrée dans l'IA, elle s'est faite il y a 10 ans. Même quand on parle d'IA, le terme intelligence artificielle, il a été inventé en 1950. Les technologies qu'on utilise aujourd'hui, elles existent depuis les années 70. C'est juste qu'on n'avait pas les puissances du calcul, c'est juste qu'on voyait pas, on comprenait pas trop c'était quoi l'intérêt capitaliste derrière, donc elles n'étaient pas exploitées, mais c'était quelque chose qui existe depuis avant nos naissances. Genre, on peut prendre toi et moi, notre âge combiné. Le nouvel être, il était pas né qu'il y avait déjà l'intelligence artificielle. Moi j'ai 24 ans, donc... Moi j'en ai 15, donc... Et moi, il y a 10 ans, en fait, je découvre l'intelligence artificielle parce qu'à ce moment-là, je travaillais dans une entreprise d'énergie, d'ailleurs. J'avais une petite boîte de développement d'applications mobiles et de sites web et je faisais de la consultance pour cette entreprise. Et cette entreprise, elle avait un problème, c'est que la majorité de leurs coûts, c'était les call centers. Donc les gens qui répondaient au téléphone quand quelqu'un avait un problème, par exemple avec son chauffage. En fait, ils employaient tellement de gens pour répondre à ces questions que la masse salariale était super élevée. Et donc ils m'avaient appelé en mode, Olivier, comment est-ce qu'on peut faire pour réduire ce coût grâce à la technologie? Et en me renseignant, je me dis, pourquoi pas utiliser l'intelligence artificielle? Pourquoi pas avoir des chatbots, par exemple, sur le site? Et à ce moment-là, les chatbots sur les sites, c'était pas populaire du tout. Qui peut trier une partie des demandes entrantes. Pourquoi ne pas avoir une messagerie automatique qui reconnaît ta voix? Aujourd'hui, c'est très commun, tu sais, quand tu appelles un service, ils te disent... Pourquoi est-ce que vous nous appelez? Je veux parler à un conseiller. Pourquoi? voilà. C'est toi, c'est vous. C'était nous il y a 10 ans de ça. Ouais. Et en fait, je tombe là-dedans. Et je décide même en parallèle, alors que je le faisais pour mon travail, je décide de pousser le bouchon encore plus loin en faisant des expériences chez moi à la maison. Donc à cette époque, j'avais déjà développé, par exemple, un générateur de texte. Donc des années et des années avant ChatGPT, c'était pas nécessairement la même technologie que les LLM aujourd'hui qu'on utilise, mais dans le fond, c'est toujours un peu plus ou moins la même chose. Et j'avais généré un générateur de texte qui me sortait des punchlines pour m'aider dans mes sons. Et puis un jour, j'ai développé un logiciel pour prédire les entrées et sorties des employés dans le bureau. Tu vois, à quelle heure les gens rentrent, à quelle heure ils sortent, etc. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a moyen, vu que j'avais toutes les données sur les badges, est-ce qu'il y a moyen de développer une intelligence artificielle qui prédit qui va rentrer à quelle heure, par exemple demain, et qui va sortir à quelle heure dans une semaine? J'ai codé le truc, je l'ai lancé. Et là, genre, la première prédiction qui apparaît, c'est Olivier, c'est toi qui vas sortir en premier. Genre, la prochaine personne à passer la porte, ça va être toi. Et je regardais du coup ce résultat-là, et je me suis dit, est-ce que du coup je passe la porte? Dans quel cas, ça veut dire une intelligence artificielle peut prédire mes mouvements? Ou est-ce que je passe pas la porte, mais du coup, est-ce que si j'avais pas eu cette réponse, et je suis rentré dans tout un truc qui m'a trigger une crise existentielle, où je me suis dit, mais en fait, ce truc, ça va nous remplacer. Si c'est capable de prédire nos allées-rentrées, éventuellement, ça va nous remplacer même dans l'art, tu vois. Et aujourd'hui, tu continues de croire ça? Parce que c'est un peu le discours de la majorité des gens et un peu leur peur majoritaire par rapport à l'intelligence artificielle. La peur du remplacement. C'est pas tant la peur du remplacement, c'est plus la peur du changement.
Donc à ce moment-là, moi je continue à croire que oui, l'intelligence artificielle en tout cas va nous remplacer dans tout ce qui est des livrables digitales. Donc si ça peut être raisonné comme un truc digital, l'intelligence artificielle va le faire mieux que n'importe qui. Ouais. Moi il y a 10 ans en fait, j'ai vu ce changement-là, donc j'ai réalisé ah ouais, c'est ça qui va se passer. Eh ben tu connais la courbe du changement. La première chose que tu ressens, c'est de la peur. Bah bien sûr. Donc moi j'ai ressenti de la peur. Il y a des gens, ils ressentent de la peur là actuellement, ils vont continuer à en ressortir vis-à-vis des sujets de l'intelligence artificielle pendant des mois, voire des années. Il y a certains qui vont vraiment perdre leur job à cause de l'intelligence artificielle, qui vont du coup être en PLS le restant de leur vie. Moi, j'ai ressenti cette peur pendant quelques années. Quelques années, tu vois. Après avoir fait cette petite expérience. Et puis, je me suis retrouvé invité par Sony dans un laboratoire où ils développaient des nouvelles technologies. Et dans ce laboratoire où ils développaient des nouvelles technologies, ils faisaient déjà de la génération de musique par IA. Et la première fois qu'ils me font écouter un son généré par une IA, donc bien avant ChatGPT, etc., ben je pleure. Je dis, bah c'est bon, c'est fini. Je suis là, je suis dans la musique, j'ai envie de me lancer dans la musique. C'était avant que ça pète dans la musique, donc j'ai envie de me lancer dans la musique. Ça sert à rien, je vais être remplacé. Ouais. Et pourtant, je me suis lancé dans la musique, et ça a fonctionné. Et bon, en parallèle, l'intelligence artificielle a continué à se développer, et aujourd'hui, c'est vrai que les résultats d'aujourd'hui ne sont pas les résultats d'il y a 6 ans quand j'écoutais, enfin, 8 ans quand j'écoutais ça. Ouais. Mais c'est presque, moi, j'ai eu l'avantage, contrairement aux gens qui découvrent ça via les titres sensationnalistes. Yes. Moi, c'est bon, ça fait 10 ans que je suis en PLS. Okay. En 2023, j'ai fait de l'anxiété généralisée qui m'a aussi fait remonter toute cette crise existentielle vis-à-vis de mon positionnement, vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Qu'aujourd'hui, I'm fine with it. Mais du coup, moi, ce que je comprends, c'est que les gens, ils n'ont pas encore été... ils sont en train de rentrer dans ce process. Et j'ai l'empathie assez pour les comprendre, en fait. Et donc, quand les gens ils me disent « Ouais, mais l'intelligence artificielle, c'est de la merde, etc. » et tout, bah ouais, je vous comprends. Mais bon, moi, je suis 10 ans dans le futur déjà. Donc, du coup, t'as plus peur, quoi. Tu l'utilises comme un outil au quotidien pour tout. Bah, je me suis résolu au changement. Ouais. Je me suis résolu au changement. Je me dis, il n'y a rien que je puisse faire pour arrêter ça. Est-ce que j'ai même la volonté d'arrêter ça? J'ai d'autres combats, tu vois. J'ai vraiment d'autres combats. Je veux préparer la société à accueillir mes enfants quand ce seront des adultes qui puissent travailler, qui puissent s'épanouir, etc. Oui, l'intelligence artificielle les impactera. Pas s'ils la maîtrisent. Bah ouais. Ils la maîtrisent aujourd'hui, d'ailleurs. Bah en fait, c'est ça le truc. C'est que nous, quand on se lance dans les outils nouveaux, on le fait avec nos codes d'avant. Ouais. Donc on va vouloir générer une photo, on va vouloir générer la même photo qu'on aurait pris si on avait un appareil, et en fait, on n'y arrive pas. Eux, ils le font avec leur approche candide de ah ben si j'écris un texte, ça me génère un truc. Ok, ben une pizza qui porte une écharpe, qui est en train de marcher au pôle Nord pour dire bonjour au Père Noël. Enter, boum. Et ils sont contents, ils ont le truc qu'ils voulaient. Et je les vois même quand ils utilisent l'intelligence artificielle pour faire leurs exposés, pour faire les animations de leurs exposés, pour faire leurs trucs. Ils font des présentations qu'à leur âge, j'aurais jamais même... Enfin, à leur âge, j'avais même pas accès à un ordinateur. Moi, je trouve ça formidable qu'ils s'expriment, que ce soit à l'école ou dans leur quotidien, avec les outils qui leur permettent d'être le plus optimal possible. Et puis, tu sais, moi, j'ai une vision sur l'école que j'avais déjà avant même ces outils-là. C'est pour moi, ils apprennent jamais autant que quand ils sont avec moi. Ah, ça, c'est clair. Je vais les asseoir à table, je vais sortir un tableau. Littéralement, on a un tableau blanc à roulettes. Que tu sors à chaque repas. Que je sors à chaque repas. C'est une dinguerie, d'ailleurs. Voilà. Et je vais leur apprendre les intérêts composés. Et puis, je vais venir avec un autre tableau, je vais leur apprendre la relation entre... enfin, c'est quoi les photons, c'est quoi les électrons. Je vais venir avec un autre truc, je vais leur parler de la respiration. Et comment celle-ci, en fait, elle peut affecter leur posture future. S'ils veulent un menton bien défini. Tu veux que ce soit des luxmaxeurs. Des luxmaxeurs. Non, mais bon, la respiration, c'est super important. Oui. Je vais sortir le tableau, je vais leur apprendre l'impact de la méditation sur leur cerveau. Donc j'ai l'impression que déjà, ne fût-ce qu'au repas, ils apprennent plus que ce qu'ils apprennent à la cantine. Non mais totalement, ça c'est indéniable. Faut pas attendre de l'école d'éduquer ou d'apprendre quoi que ce soit d'autre que l'histoire à des enfants, genre. Voilà. Anyways. Et donc, quand je les emmène sur un tournage, avec moi qui sont à ma droite ou à ma gauche,
J'ai l'impression, ce jour-là, même s'il skippe l'école et après l'école m'envoie un email, ouais, votre enfant, il était pas là mercredi, comment ça se fait, etc. Je sais qu'il est en train d'apprendre, de s'imprégner, de voir des nouvelles choses, de parler avec des personnes, de développer des skills. Oui, t'es content d'apprendre des choses à tes enfants. Je suis vraiment content d'apprendre des choses avec mes enfants. Et si je peux leur transmettre un maximum de savoir, j'essaye de le faire, même avant ces outils. Donc maintenant qu'il y a ces outils aussi, bah, je leur donne aussi les outils. Tu vois, Ohio, avant qu'on ait accès... Ohio, ton fils. Ohio, mon fils de 13 ans, avant qu'on ait accès à l'intelligence artificielle pour générer du code, bah, je lui montrais déjà comment développer des applications. Ouais. Tu vois. Et puis bon, maintenant on sait faire du code. Ben voilà, je te montre comment tu peux aussi le faire avec du code. Mais la raison pour laquelle je voulais parler de tous les différents trucs que je leur apprends, c'est pour dire, c'est pas juste focalisé sur l'intelligence artificielle. Je peux prendre ma fille en voiture et on va faire tout un détour entre l'école et la maison pour pouvoir parler, par exemple, de relations saines, de relations toxiques, de c'est quoi être en couple, c'est quoi ne pas être en couple. Je vais faire la même chose avec mon fils. Je vais lui parler. Je me rappelle un jour, on est là en voiture. Il me parle de sa classe verte. Tu sais, ils étaient partis dans la campagne avec toute sa classe. Et il dit, ouais, c'est toujours les filles qui partent se laver avant. Genre, les profs, ils disent, les filles, vous allez vous laver. Et puis, nous, on doit se laver plus tard. Et parfois, je suis fatigué et tout. Et ça m'a un peu embêté. Et du coup, je lui fais un cours sur le féminisme. Tu vois. Et tout ce que je peux leur donner, j'ai envie de leur donner. Et c'est pas juste de la technologie. Alors, si après, ça devient des technologues créatifs comme moi, je serais content. Mais si Ohio décide de devenir un politicien, même si je déteste les politiciens, je serais aussi content pour lui. Moi, je veux pas qu'Ohio devienne un politicien. Et pourtant, il a l'étoffe, hein. Non, il a énormément l'étoffe, énormément. Mais wouldn't risk it. C'est be a CEO, it's okay. He can be whatever he wants. Et la raison pour laquelle je pense à ça, c'est parce que ce matin, j'ai vu des archives d'Emmanuel Macron qui préparait sa première campagne électorale. Et en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est à quel point les hommes politiques, ils savent que leur élection se joue sur leur capacité d'être des bons orateurs. Peut-être plus même que leur programme. Plus même que leur programme. C'est la capacité à délivrer des choses. Et donc, tu le voyais vraiment être très, très, très détaillé quant à sur cette phrase, quelle énergie il devait avoir. Sur cette phrase, quel débit il devait avoir. Sur cette phrase, et à un moment, il dit, là, il faut absolument que je sois agressif. Et il y a son équipe qui dit, oh non, tu peux pas être agressif sur ce mot, parce que si tu es agressif sur ce mot, ça risque de faire peur. Et il dit, oui, mais c'est ça, justement, on doit leur montrer que je suis dans une position de force et que je vais les rassurer. Ce qu'ils veulent voir, c'est un leader. Et donc, il se prend plus la tête. Oui, à interpréter un texte plutôt que même à croire whatever shit il est en train de raconter, quoi. C'est ça. Mais bon, c'est les hommes politiques. Et Emmanuel Macron, c'est un exemple parmi tous les autres exemples. Ils sont tous comme ça, parce que c'est là-dessus. Tu vas jamais élire quelqu'un qui est comme ça. Bah, il y a des gens qui ont élu des gens comme ça et ils sont pas restés très longtemps, du coup. Bah, je sais pas s'il faut name drop, mais François Hollande, les gens l'aimaient pas parce qu'ils trouvaient qu'il avait pas de prestance. Ouais, mais c'est quand même un bon orateur, hein. Oui, c'est un bon orateur, mais il y a des meilleurs orateurs que d'autres. De toute façon, moi, les politiciens, franchement, s'il y a bien un sujet que je despise plus que tout, aujourd'hui en tout cas, c'est la politique. Genre, je déteste ça. Ouais. C'est tellement juste un prétexte à débattre plutôt qu'à creuser que moi, ça m'intéresse pas. Je préfère franchement parler de rouge à lèvres à ce stade. Non, sérieusement, je préfère. Parce que j'ai l'impression que c'est des sujets qui permettent à des gens de se positionner simplement pour cultiver leur ego et simplement pour débattre, tu vois. Débattre aujourd'hui, c'est plus stylé que d'avoir du fond dans sa pensée. C'est plus stylé de sortir d'une conversation en ayant sorti des mots qui claquent plutôt que de vraiment croire en ce qu'on dit, tu vois. C'est juste débattre, c'est Jubilee. Genre, la vie aujourd'hui, c'est Jubilee pour les gens. C'est la chaîne YouTube où ils font du contenu de divertissement hautement politisé. Ouais. C'est vrai que c'est un peu ça, mais en fait, dans son essence, et on va pas rester très longtemps là, mais dans son essence, la politique, c'est hyper important. La politique, c'est important. C'est l'organisation du peuple, c'est super important. C'est vrai que il y a quelque chose qui en a fait en fait un sujet de division. Ouais. Plutôt que d'essayer d'organiser le peuple, ça devient un sujet pour diviser le peuple. Ouais. Et le vrai problème, moi, quand je vois le peuple se taper les uns sur les autres, je dis, mais vous vous rendez pas compte que les vrais méchants, ce sont les hommes politiques! Oui, mais ils s'en foutent, les gens. En fait, les gens s'en foutent, je pense sincèrement qu'ils s'en foutent. Je pense sincèrement que chacun est un peu enfermé dans sa bulle et que ce qui intéresse les gens, c'est vraiment simplement de débattre. C'est juste d'être à table et de s'embrouiller, genre. Oui, mais ils débattent pour
des causes portées par des gens qui font semblant de leur ressembler, mais juste pour les diviser. Pour moi, tu sais, en Belgique, on a eu le cas où pendant 2 ans ou 2 ans et demi, hein, et n'hésitez pas à me dans les commentaires à dire si j'ai raison ou pas là-dessus, mais pendant 2 ans ou 2 ans et demi, on n'avait pas de gouvernement. En Belgique ? Oui. Et donc, quand il n'y a pas de gouvernement, on peut pas voter des nouvelles lois, on peut pas prendre des nouvelles résolutions. Donc, ce qui se passe, c'est que le pays, il bouge pas, il change pas. Ouais. Il y a rien qui bouge, tu vois, il y a rien qui change. Et pourtant, la Belgique ne s'est pas écroulée, l'économie de la Belgique ne s'est pas effondrée, tout le monde a continué à vivre sa vie. Et même, je veux dire, pour tout le monde, c'était un peu plus facile. On savait qu'il n'y avait pas de nouvelles résolutions sur, par exemple, les hausses des taxes à la fin de l'année. On savait qu'il n'y avait pas de nouveaux changements sur nos pécules de vacances. On savait que nos tickets de restaurant allaient rester, tu vois. On savait que les loyers, du coup, l'index des loyers n'allait pas changer. Et pourtant, le pays, il a survécu. Moi, j'ai presque envie de faire une expérience, c'est dire, retirer les gouvernements de tous les pays, on garde le status quo pendant quelques temps et on voit ce qui se passe. Et en fait, je pense que la situation, elle sera moins dramatique que ce que les gens, peu importe qui, au pouvoir, essayent chaque fois de faire. De toute façon, ils ont tout intérêt à créer de la division. Bah oui. Parce que la division, tu sais aussi ce qu'elle apporte. Le renouveau. Je sais pas. Elle apporte quoi alors ? De l'engagement. Et de l'engagement, ça fait cliquer. Oui, voilà, c'est ça, c'est la recherche de la viralité. C'est pour ça que je trouve ça stupide à ce stade. Je préfère rechercher la viralité en donnant du divertissement et de la légèreté plutôt qu'en divisant les gens. Amen. On n'est même pas rentré dans le vif du sujet. Lequel ? J'en ai 15, tu sais, il y en a un qui me tient à cœur. Et dans tous les podcasts, j'essaye d'en parler, donc je vais incruster le sujet dans ton podcast. Mais la santé mentale. Oui. Parce qu'en 2023, quand j'ai fait mon anxiété généralisée, et on en a fait un documentaire qu'on a sorti sur ta chaîne, oui. Le 2e épisode de Tu seras heureuse, je m'étais fait une promesse quand j'étais dans le mal, de dire, si jamais j'arrive à en sortir, il faut que je transmette la parole pour les gens qui sont dans le dur. Ouais. C'est assez bizarre parce que moi, de base, je suis pas nécessairement croyant, mais dans ces périodes-là, j'avais l'impression que la seule personne, le seul truc à qui je pouvais m'en remettre, c'était quelque chose de supérieur. Dieu. Et donc je disais, Dieu, je te promets, Dieu, je te fais la promesse, si jamais t'existes, hein, on essaye, hein, peut-être tu vas me sortir de là, vu qu'il n'y a rien d'autre qui me sort de là, je dis, Dieu, je te fais la promesse que si jamais je m'en sors, je vais témoigner au plus de gens possible de ce que j'ai vécu, parce que les gens vivent exactement la même chose, mais vu que personne n'en parle, ils pensent qu'ils sont seuls, ils pensent qu'ils sont isolés. Mais maintenant, il y a un truc un peu insidieux qui s'est installé, c'est qu'en fait, à partir du moment où ça a commencé à devenir, à partir du moment où je m'en suis sorti, que j'étais guéri, et que ça a commencé à devenir un souvenir de plus en plus lointain, cette mission, elle a fade away, comme si ça te concernait plus, quoi. Voilà, mais de manière, je pense, c'est juste l'être humain comment il évolue, tu vois. Tu vas pas te ressasser chaque fois de la douleur que t'as vécue, etc. Ouais. C'est comme pendant un moment dans ma vie, j'étais SDF, littéralement, hein. Sur le registre national, j'étais identifié comme sans domicile fixe, j'étais radié de ma commune, je dormais parfois dans la rue, mais je revis pas chaque jour cette douleur pour me dire voilà pourquoi je dois être, tu vois, c'est au bout d'un moment tu te dis OK, t'as vécu ça et tu regardes le futur. Mais ça, c'est quelque chose que je sais que je peux pas perdre et auquel je veux absolument m'accrocher. Et donc c'est pour ça que chaque fois que j'ai l'opportunité, je force la chose de dire les amis, la santé mentale c'est important. Et parfois on est dans le dur et surtout quand tu fais de l'anxiété, tu commences à avoir des symptômes du type déréalisation où tu as l'impression que le monde il devient irréel, ou dépersonnalisation, tu as l'impression que t'appartiens plus dans ton cœur, dans ton corps. Il y a ton cœur qui bat vite, donc chaque fois tu penses, quand tu fais une attaque de panique, une crise de panique, t'as l'impression que ton cœur il va sortir de ta poitrine et en fait t'es en train de faire un arrêt cardiaque. Les gens en général autour de toi ils comprennent pas ce qui t'arrive et tout ça. Moi, aux gens qui vivent ça en ce moment, je veux leur dire, vous pouvez vous en sortir. Ah, t'es trop mignon. C'est gentil, parce qu'il y a forcément plein de gens qui traversent ça. Mais tellement. Genre moi, ça m'a traumatisé de te voir dans un tel état. Parce que c'était tellement inattendu que ça t'arrive à toi, tu vois. L'anxiété, ça te concernait pas, t'en parlais pas, tu connaissais pas. Enfin, t'avais même quelques a priori. Donc du coup, te voir traverser ça, ça a été choquant et pour moi, et pour les enfants, et même pour la mère des enfants, et pour ta famille.
tout le monde était choqué de te voir dans un tel état parce que quand t'avais une attaque de panique, vraiment, c'était effrayant à voir et très déstabilisant parce que quand tu connais quelqu'un qui est entre gros guillemets solide ou en tout cas pragmatique et qui voit toujours les choses d'un angle positif, bah, le voir un peu au fond du trou, on va dire ça comme ça, c'est effrayant et tu te dis, oh waouh, ça peut toucher tout le monde. Et le fait de te voir guérir, franchement, ça a été un soulagement parce que, en vrai, tu méritais pas ça. Et personne ne le mérite, mais, et en fait, t'as suivi la thérapie, tu t'es intéressé au sujet, t'as eu envie vraiment de prendre soin de toi. Et il y a beaucoup de choses qui ont fait que t'en es arrivé là aussi, tu vois, le surmenage. Il y a eu beaucoup de choses. Ouais, qui se sont combinées. Qui ont contribué à ton état. Bon, t'as réussi à aller mieux. Et ça a été aussi un soulagement et une inspiration de voir que c'est possible de sortir de ça. Parce que moi, par exemple, j'ai toujours été dans ces états-là et j'avais jamais même réussi à identifier le mot anxiété pour définir ce que je vivais à ce moment-là. Et il y a que toi qui es quelqu'un de pragmatique et qui a besoin de comprendre les choses qui a mis un terme à ça et qui a dit « Ah, en fait, apparemment, ce que je suis en train de vivre, ça s'appelle de l'anxiété. Apparemment, on en guérit si on fait de la thérapie et qu'on respire. » Enfin, je veux dire, ça pourrait paraître logique, mais juste parce que t'es quelqu'un qui veut aller au bout d'un problème et dans toutes les choses que tu fais dans ta vie, t'as un problème mathématique, tu veux le résoudre, il y a un problème, il y a une solution. Bah là, c'était un peu comme ça aussi que t'as navigué cette situation. On a un problème, il nous faut une solution. Et moi, je l'avais jamais vu comme ça, quoi. Après, ça peut paraître simple dit comme ça, mais ça l'a pas été. T'as dû... Ça m'a pris 7 mois. Voilà. Et je pense quand t'as dit le fond du trou, c'était vraiment ça. Ouais. Je sais que ça effrayait les gens autour de moi. Ouais. Mais moi, j'avais l'impression d'être dans ma tête, vraiment littéralement get out au fond du trou. Et de dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer à ma vie? Pourquoi j'ai toutes ces pensées noires qui me traversent la tête? Je pouvais prendre une douche et je restais sous la douche des heures juste à ruminer. Tu dormais même par terre. Je dormais par terre parce que, en fait, dormir sur le sol, contre un meuble, dans une couverture, ça me confortait. J'avais l'impression que rien n'allait se casser autour de moi. Je me sentais un peu plus grounded, justement. C'est l'expression anglaise qu'ils utilisent dans la méditation, c'est se sentir grounded. Se sentir sur le sol. Tu vas pas tomber. Rien ne va s'écrouler. Tu es enraciné dans quelque chose de solide. Mais, ouais, et j'ai appliqué mes méthodes d'ingénieur. Au début, j'ai dû accepter qu'il y avait quelque chose qui me traversait, qui était en fait naturel. Parce que pour moi, c'était hors norme. Quoi, mon cerveau, maintenant, il doute. Quoi, mon cerveau, maintenant, il a peur. Quoi, mon cerveau, il est un peu paranoïaque. Mais ça m'est jamais arrivé, tu vois. De toute ma vie, ça m'est jamais arrivé. C'est pas normal. C'est pas naturel. C'est les aliens qui sont venus me mettre une idée dans la tête. Ça m'a mis du temps à accepter que c'était naturel, surtout au vu de tout ce qui s'était passé avant. Comme tu dis, le surmenage, burn-out, anxiété, stress accumulé, etc. On venait de virer notre prof de sport, etc. Tu vois, il y a plein de choses qui faisaient que c'était naturel et évident que c'est ça qui allait arriver, surtout quand tu connais le mécanisme du psyché humain. Mais à ce moment-là, je le connaissais pas. Donc ça m'a mis du temps de naviguer cet état très étrange. Et en plus, personne n'en parle quand il traverse ça, alors que tout le monde le traverse. Ouais. Tout le monde. Voilà. Ouais. À un moment donné. Alors, il y a des gens qui le traversent depuis qu'ils sont nés, d'autres depuis qu'ils sont enfants, d'autres depuis qu'ils sont ados, d'autres, ils ont dû vivre une séparation amoureuse, d'autres, ça va leur tomber dessus quand leur boss va les virer, d'autres, ils vivent ça à cause de l'IA actuellement, mais tôt ou tard, on finit tous, à un moment donné, de près ou de loin, dans cet état. Et une fois que j'ai compris et accepté que c'était naturel, entouré de ma famille, de mes proches, en relâchant le travail, en apprenant à dire non, en refaisant du sport, en faisant attention à son alimentation et en speedrunnant la psychothérapie. Parce que, Dieu merci, moi je suis un privilégié, enfin, je me suis mis dans une position de privilégié où je peux dépenser de l'argent sur des séances de psychothérapie et je pense qu'elle devrait être gratuite pour tout le monde, mais bon, j'ai pu la speedrunner. Et ça m'a aidé. Tous les jours, chaque semaine. Salut Céline. Mais ça va tu tapes en ligne comment tu guéris de l'anxiété généralisée. Et ça, tu te dis, c'est prouvé scientifiquement qu'entre 50 et 75 sessions de psychothérapie te permettent de baisser drastiquement tes symptômes de l'anxiété généralisée. Ouais. J'ai dit, il me faut
50 sessions en un mois. Tu vois, c'est un jeu vidéo, la vie, au final. Mais ça a été dur. Et donc, le témoignage, là, c'est vraiment pour se dire, il y a des gens qui vont regarder cette vidéo, peut-être 5 000, peut-être 15 000, peut-être 100 000. Il y a peut-être des gens qui vont voir ces passages sur TikTok. Mais 1 million, quoi. Faut peut-être 1 million. Il faut quand même faire fonctionner ce podcast. Peut-être 5 millions, peut-être 10 millions. Mais je connais un peu mes stats en podcast en général. Et faut que voilà, il y a une personne là qui est derrière son ordinateur, qui fait de son téléphone, qui fait de la déréalisation, ou sur Spotify, oui, et qui fait de la déréalisation et qui dit en fait je suis pas le seul à vivre ça. Cette personne qui a vécu ça, il a pu s'en sortir. Ouais. Mais je suis trop contente que t'en parles parce que je te jure, même le terme de déréalisation et de dépersonnalisation, moi j'en ai toujours fait depuis très jeune et je me suis évertuée à expliquer aux gens que je vivais ça et tout le monde me regardait en bizarre. J'ai essayé de comprendre et ça m'a tellement traumatisée toute mon enfance et adolescence que je le gardais pour moi. Les phobies d'impulsion, la déréalisation, la dépersonnalisation. Et quand vraiment tu t'es intéressé à ce sujet-là et que tu l'as abordé comme un problème solver, quand j'ai fini par comprendre, franchement, ça m'a enlevé d'un énorme poids. Genre vraiment, tu te rends pas compte, mais c'est à 30 ans que j'ai réalisé c'était quoi. C'était quoi. Je me suis dit, attends, mais c'est une dinguerie en fait. Donc, ok, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est pas un truc de fou, tu vois. Ça veut pas dire que si tu vis ça, t'es quelqu'un de fou. Non. C'est vraiment... non, ça arrive. Déjà, le mot fou, il est un peu utilisé... à tort et à travers. À tort et à travers, mais une des définitions de la folie, c'est que tu ne te rends pas compte que tu souffres. Ouais. Pour moi, à partir du moment où tu es dans un état et tu sais que cet état, tu l'apprécies pas, ne fût-ce que ça, tu sais que cet état, tu ne l'apprécies pas, tu n'es pas fou. Peu importe ce que tu te dis dans ta tête, tu n'es pas fou parce que tu as encore la lucidité de voir que ce que tu es en train de traverser, entre guillemets, c'est pas quelque chose que tu devrais nécessairement traverser. Et je pense, du coup, quand tu réfléchis comme ça, ce qu'on définit comme fou, tu peux le pousser très 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 loin, quoi. Faut vraiment être la personne qui est convaincue qu'elle est dans un autre monde et qui en jubile à l'idée de faut vraiment aller très loin, tu sais. Personnellement, le mot fou, je l'attribuerais même pas, tu sais, par exemple, aux personnes qui souffrent de schizophrénie, même aiguë, parce qu'elles savent qu'à un moment, elles sont pas heureuses de leur état, elles savent qu'à un moment, leur proche ou quelqu'un n'est pas heureux de leur état. C'est marrant, j'entends ce que tu dis et je suis trop d'accord. Moi, je pense que fou, c'est un mot que j'utilise à tort et à travers, mais c'est plus pour dire je suis pas foutu. Oui. Tu vois, c'est foutu, je suis pas une cause perdue, en fait. Je vais m'en sortir, quoi. Ouais. Le simple fait que tu te questionnes même sur le fait si t'es foutu ou si t'es pas foutu, c'est bon, c'est que t'es pas foutu. C'est que t'es pas foutu. Parce que quand... moi, je le vois un peu comme une œuvre d'art. Un bon peintre ou un bon artiste, ou peu importe qu'est-ce que tu fais dans ta vie, c'est quelqu'un qui, quand il voit l'ensemble, il sait pas tout le temps nécessairement qu'est-ce qui manque, mais il sait qu'il manque quelque chose. Tu vois, pour moi, c'est ça un bon artiste. Parce qu'à partir du moment où tu sais qu'il manque quelque chose, tu vas travailler pour rajouter ce truc qui manque. Et soit tu as la vision absolue ou l'oreille absolue et tu sais jouer la note exacte ou tu sais mettre le coup de pinceau exact, soit tu l'as pas mais tu vas aller à la recherche. Tu vas dire je sais qu'il manque quelque chose. Et donc au final, c'est pas tant savoir exactement c'est quoi ton état, mais c'est savoir que ton état il peut s'améliorer ou il est en train de se détériorer, tu vois. Juste être capable d'identifier ce truc relatif. Et ça me fait penser à un autre truc. Dans un monde où tout le monde pense avoir des réponses, la compétence la plus importante, c'est savoir poser la vraie question. En fait, avoir la bonne question, c'est même mieux qu'avoir toutes les réponses du monde. C'est très gentil et très altruiste de dire ça. Non, je le fais pour les vues. On sait très bien que ça va clipper, ça va faire des vues, de la monétisation. Si toi t'es heureuse, moi je suis heureux. Tu m'achètes un nouveau sac Chanel. Je vais pas le faire pour aider les gens. Pouah, aider les gens en grand 2026. Oh non, jamais. Attends, tu vois pas Jérôme Jarret? Non. Jérôme Jarret, c'était un des premiers créateurs de contenu français à vraiment exploser sur la plateforme Vine. Tu vois, et il avait monté ce qu'il avait appelé la Love Army, où il avait pris tous les youtubeurs de l'époque et ils avaient été, je sais plus, en Somalie, donner des vues, etc. Quelques années plus tard, la personne qui avait réalisé son documentaire à ce moment-là a réalisé un autre documentaire contre Jérôme Jarret, en mode pour montrer à quel point son opération n'était pas charitable, etc.
Et là, on parle quand même, je sais pas, 12 ans entre les deux documentaires, etc. Et hier, Jérôme Jarret, il a posté sur Twitter tous les receipts. Toutes les preuves pour dire, ben voilà, on m'accuse de ça. Voilà la preuve que c'est pas ça. On m'accuse de ça, voilà la preuve que c'est pas tout à fait ça. On m'accuse de ça, voilà la preuve que c'est pas tout à fait ça. On m'accuse de ça, voilà la preuve. Et il a sorti tout ça. Et je me suis dit, c'est une dinguerie parce que ce gars, en fait, c'est quelque chose qui le pèse sur la conscience depuis plus d'une dizaine d'années. De quoi ? De devoir s'expliquer quant à est-ce que les fonds qu'il a récoltés pour une cause charitable ont bien été utilisés, tu vois ? Et c'est quelque chose qui lui tient à cœur parce que justement, c'est quelqu'un qui a essayé de bien utiliser ses fonds. D'accord. Mais les gens comprennent pas, en général, les gens comprennent pas, et lui aussi le comprenait pas quand il s'est lancé dedans, ils comprennent pas à quel point c'est difficile. De quoi ? De faire de la charité de terrain. Ok. De récolter des fonds, puis d'aller les dépenser de la bonne manière sur le terrain. Il s'en est pas rendu compte, il l'a fait de manière un peu... machin, tu vois, un peu innocente, et il se fait juger parce que les gens ne comprennent pas la difficulté. Donc oui, toutes les difficultés qu'il a dû avoir, ben, les gens n'arrivent pas à comprendre. Ouais, t'as eu de l'argent, pourquoi tu les as juste pas donnés aux pauvres, tu vois. Et maintenant, il se retrouve depuis 10 ans dans la tourmente à devoir expliquer ça. Alors moi, quand je vois ça, quand je vois des choses comme ça, je dis, ben je peux pas aller sur le terrain. Je peux pas aller dans les hôpitaux psychiatriques, aider des patients qui souffrent de qui ont la santé mentale et qui ont la santé mentale, tu sais, fragile. Mais par contre, je peux faire un. Les mots, ça aide énormément aussi. Beaucoup de gens. Et je te le jure que dans les moments de ma vie où je me sentais plus mal, si j'avais entendu ça, je pense que ça m'aurait énormément aidé. Donc, savoir qu'on n'est pas tout seul, c'est déjà énorme. Ce qu'on peut faire, c'est on peut sauvegarder cette vidéo, la mettre dans une capsule temporelle. Ouais. YouTube. Faut juste qu'on trouve le moyen de te l'envoyer dans le passé. Oh my God, ça changerait tout. Ah bah ça changerait tout. Mais après, si on fait ça, peut-être on se rencontre pas. Je pense qu'on se rencontre pas. Hein. Je pense qu'on se rencontre Comment pas. ça ? Bah parce que c'est l'effet papillon, c'est Matrix. C'est si tu vas dans le passé, si tu changes le passé, ça change tout. Ça change tout. Ouais, c'est l'effet papillon, c'est pas tant Matrix. Ah. Mais moi, je sais pas. Hein. Tu sais, avant de te rencontrer, je croyais pas au coup de foudre. Je croyais pas vraiment à l'âme sœur. Je disais, ben c'est normal que tu vas aimer des gens. Et j'avais même, tu sais, une approche, je trouve que beaucoup de gens célibataires ont, de se dire, ben je vais côtoyer cette personne que j'apprécie. Et puis éventuellement, je vais lui dire je t'aime. Et puis éventuellement, en fait, on va s'aimer, tu vois. Et je vois beaucoup de gens qui ont cette approche, et moi, j'avais vraiment cette approche, donc je les comprends totalement. Et puis en te rencontrant, j'ai dit ah ben non, en fait, il y a un truc qui s'appelle l'âme sœur, et il y a un truc qui fait que il y a une personne, ou j'espère que c'est qu'une personne sur cette terre, mais je sais pas, je connais pas la théorie, tu vois. Et ouais, moi, j'espère. On espère. Il y a qu'une seule personne. Il y a une personne sur cette terre. Vous allez pas être liés par le sang, vous allez pas être liés par tu sais, la hiérarchie parentale, mais tu vas avoir un amour inconditionnel pour cette personne quand tu vas la voir. Cet amour inconditionnel, tu l'as pour ta mère quand tu nais, tu vois ta mère et c'est... Oui, c'est ta mère, quoi. C'est ta mère, mais c'est de naissance. Ouais. Tu vois, les bébés, ils voient leur mère, ils sourient. Ouais. Tu vois, c'est... De naissance, ils savent que cette personne, ils doivent l'aimer. Et puis, bon, la vie, peut-être, leur prouve autre chose ou les rassure dans cette position. Tu vois ton enfant, tu sais que cette personne, tu dois l'aimer. Eh ben, sur Terre, il y a aussi l'âme sœur. C'est cette personne que tu vois et tu sais directement. La première fois que je t'ai vu, j'ai dit, elle, je l'aime. Oh. Je l'ai pas dit parce que je savais pas qu'est-ce qui me traversait, mais c'est ça que j'avais ressenti, en fait, en rétrospection. Et du coup, j'y crois. En fait, j'y crois. À l'âme sœur. À l'âme sœur. J'y crois au coup de foudre et c'est tellement beau et ça rapporte tellement de plaisir, de joie. Juste le fait de côtoyer une personne que tu aimes de manière inconditionnelle, peu importe les hauts, les bas, les machins, les trucs, ça te rapporte tellement de satisfaction que moi, j'ai envie que tout le monde vive ça. Alors, franchement, c'est la plus belle chose que tu pourrais me dire, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la chance de rencontrer leur âme sœur, tu vois. C'est pas quelque chose qui se prévoit.
Non, c'est pas quelque chose qui se prévoit, mais c'est une opportunité. Quand tu la vois, tu la connais. Et moi, j'ai l'impression, quand j'analyse les couples, quand j'entends les histoires des gens autour de moi, etc., que parfois, ils sont passés juste à côté de leur âme sœur. Tu penses ? Ouais. Mais c'est pas parce que l'âme sœur existe que c'est forcément facile. Mais est-ce que tu penses que tout le monde va être exposé à son âme sœur dans sa vie ? Ouais, sinon ce serait pas leur âme sœur. Je pense que le destin... Je suis quelqu'un de très cartésien. Oui, je sais. Mais bon, je pense que le monde, comment il est fait, il y a des choses qui nous dépassent. Et que ça, c'est peut-être... Genre l'amour, pourquoi l'amour ce serait utile, tu vois ? C'est peut-être quelque chose justement qui nous dépasse. Donc, dans des théories de rêveurs, et là je mets mon cerveau créatif, je pense que si c'est ton âme sœur, justement, vous avez vocation à vous croiser. Mais quand ? Ah ben ça, c'est la question qu'on maîtrise pas. Mais le truc, c'est quand ça arrive, tu le ressens. Et un autre truc aussi, c'est que c'est pas parce que c'est ton âme sœur que ça doit être facile. Mm-hmm. Et les gens, ils ont cette projection de ouais, ça va être mon âme sœur et d'un coup, on va être... Non, ça va être ton âme sœur. Tu sais ce que tu ressens, c'est une personne qui te rend heureuse. Donc si déjà elle te rend malheureux, c'est pas ton âme sœur. Ouais, voilà. C'est une personne qui te rend heureuse, mais peut-être voilà, tu l'as rencontrée, elle habite au Brésil et toi t'habites aux Pays-Bas. Voilà. Tu sais que cette personne c'est ton âme sœur, mais elle habite au Brésil. Ben voilà la difficulté. Ouais, c'est ça. Tu vois, et il y a beaucoup de gens, quand j'entends leur histoire, j'ai dit putain, mais en fait ils sont passés à côté de leur âme sœur, parce que c'était un peu trop difficile de cultiver ça, mais ils se privent d'un bonheur incroyable. Et les gens qui se casent avec des flocos ou des... Oui, des gens qui sont pas faits pour eux. Des gens qui sont pas faits pour eux. Ils se privent aussi de ça parce que tout le temps qu'ils investissent dans la construction de quelque chose qui va de toute façon pas tenir, ils passent à côté de quelque chose de beau. Et je peux rajouter un dernier truc. Vas-y. Et j'ai vu un podcast de Philippe Etchebest qui parle de sa rencontre avec son fils adoptif. Et il te décrit pareil. Il te décrit, tu vois. Donc c'est pas que un truc de sang, c'est pas que un truc d'amour et d'intimité de partenaire. Ça peut aussi être avec une autre personne. Tu dis c'est ton fils adoptif et tu dis bah ouais. Non, et le fils adoptif te regarde et il dit bah ouais. C'est trop mignon. Ça existe. Mais oui, ça existe. Mais tu sais, il y a des gens qui, justement, sous couvert de cette théorie, se disent ah bah du coup, même si c'est difficile avec ma personne, c'est pas grave parce que c'est mon âme sœur. Donc du coup, même si. Est-ce qu'elle te rend heureuse ? Ouais, voilà, c'est ça la question. En fait, la question elle est simple. Ouais, c'est ça. C'est est-ce qu'elle te rend heureuse ? Ouais, c'est ça. Ouais, elle me rend. Bon, c'est vrai que. Mais c'est parce que je l'aime. Ah, ça, là, tu waffles. Si tu waffles, c'est que c'est pas ton âme sœur. C'est aussi simple que ça. C'est normalement, c'est. Ça doit être un oui définitif, quoi. Ouais, elle me rend heureuse. Ouais, moi, tout ce qu'elle fait, ça me rend heureux. Ça peut me faire chier, ça peut me faire X, mais ça me rend heureux. Et les gens oublient d'utiliser parfois ces curseurs d'évaluation qui sont très simples. Bah ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et tu rentres dans un truc où t'as la société qui met en avant des choses, on va dire aux femmes, ouais, faut privilégier quelqu'un de riche, quelqu'un qui est comme ça, quelqu'un qui est truc. Et on va créer toute une liste, par exemple, de trucs à ticker. Qui, moi, je pense, why not? Chacun ses standards et chacun a le droit à ça. Mais on oublie de mettre en numéro 1 quelqu'un qui te rend heureux. Ouais, c'est clair. Et dans l'amour véritable, ça veut dire quelqu'un qui, juste par son existence, te rend heureux. Pas quelqu'un qui te donne des services, te fait des choses et que ces services et ces effets ont pour conséquence de te rendre heureux. Non, juste quelqu'un que tu regardes et tu dis, mais cette personne, elle est en train de sourire. Yo! On oublie de mettre ça en haut de la liste. Ouais, c'est vrai. C'est même pas un critère carrément. Tu vois? Pour beaucoup de gens, c'est pas un critère. C'est pas un critère. Ouais. Il va y avoir 100 000 trucs avant, etc. Et il va pas y avoir ce critère. Mais c'est normal que vous allez jamais trouver. Parce que le jour où vous allez trouver la personne qui coche toute cette liste-là, elle ne vous rendra pas heureuse. C'est vrai. Mais c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de gens qui restent dans des relations pour d'autres critères, genre plein d'autres critères, genre oui, stabilité, enfin whatever, mais pas parce qu'il les rend heureux, quoi. Ouais, parce que le mythe de l'âme sœur n'est que cultivé par des mythes, par des contes de fées. Il y a pas un livre que tu peux trouver en librairie, un best-seller qui dit voilà comment rencontrer son âme sœur. Ouais. Mais du coup, tu sais, les gens qui rencontrent pas leur âme sœur, bah, ils vont dire que ça, c'est faux. Enfin, ils vont dire, vas-y. Bien sûr. Ils vont décrédibiliser ça. Mais parce qu'on est un peu détestable. Genre, t'es dans une histoire d'amour qui te rend heureux. Bah, déjà, tu fais chier, quoi.
Tu vois, tu fais chier, tu vois. Mais même au-delà de ça, si on prête pas leur mot à la jalousie, c'est quand tu connais pas quelque chose, quand tu l'as pas vécu, c'est très très dur. De se projeter, quoi. De se projeter. Ouais, c'est normal. Ça demande un effort mental incroyable. Ouais, et je suis le premier, hein. Ouais. Quand tu me parlais, quand tu m'évoquais tes symptômes de l'anxiété sans qu'on savait que c'était de l'anxiété, j'arrivais pas à comprendre. Ouais. Tu me disais, non, mais j'ai l'impression que dans ma tête, et là je panique, j'ai l'impression qu'il y a des caméras, enfin que j'ai l'impression... Et je disais, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je dis, hey, allez, viens, on bosse. Et puis tu te rends compte, oh ok, quand tu commences à entendre ces voix-là, tu dis, ah, c'était donc ça. Bah ouais. Oh, frickety frack. Ouais, c'est ça. Bah pareil, là tu vois des gens qui s'aiment, etc. Tu peux pas te projeter des stimuli cérébraux que ça va te créer en fait. Tu peux même te convaincre que non, t'es pas fait pour l'amour en fait. Ouais. C'est pas un truc qui te concerne. Ouais. Ou alors t'es résigné à te dire que ta vie, elle a une autre destinée. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont tort aussi? Ben, en tout cas, avec ce schéma de pensée, tu t'en sortiras pas. Ah bah oui, si au fond ce que tu veux c'est te mettre en relation et même je veux dire, si jamais il y a une petite porte qui existe, une toute petite porte qui existe. Si jamais tu vois, t'es convaincu que l'amour c'est pas pour toi, t'es convaincu que le succès c'est pas pour toi, t'es convaincu que être heureux en fait c'est pas pour toi, t'es convaincu que être épanoui c'est pas pour toi, t'es convaincu que vivre dans une autre ville c'est pas pour toi. Si tu te peut-être que c'est vrai, peut-être que t'as raison, mais si tu te convaincs de ça et qu'en fait dans le monde il y a une toute petite porte quelque part qui te permettrait de sortir de cette condition, eh ben si tu restes dans ce schéma de pensée, tu passeras juste à côté de cette porte. Tu passeras juste, aussi petite qu'elle soit, on te donne raison, elle est minuscule cette porte. Mais si tu es convaincu qu'elle n'existe pas, un jour tu vas peut-être passer devant et tu vas passer à côté. C'est pour ça que moi je dis, autant se faire croire que ça existe. Bah, en même temps, c'est peut-être utopiste, mais moi je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que le meaning of life, en tout cas, c'est aimer, quoi. Ta famille, tes enfants, tes animaux, tes amis, toi-même surtout. Peut-être c'est ça le meaning of life. Ou bien peut-être le meaning of life, c'est de s'enrouler dans un tacos géant au milieu des Champs-Élysées, tu vois. Oui, peut-être. On le saura qu'à la fin. On le saura qu'à la fin. Oh merde! Mais quand vous êtes pas enroulé dans le tacos géant. Ah non, je savais pas. Bah du coup, vous allez en enfer. Vous allez en enfer. J'aurais dû m'enrouler dans des tacos géants sur les Champs-Élysées. Mais on vous a présenté des tacos plusieurs fois. On pensait vraiment que vous vous enrouleriez dedans. Tu vois? Non, mais moi je pensais que c'était aimer. Aimer! Mais non, ça c'est la distraction pour voir justement si tu restes concentré. Tu vois? On le sait pas. On le sait pas. Et il y a un côté où il faut accepter qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et la beauté des trucs, c'est accepter. C'est pouvoir accepter. On dit les animaux, ils attendent pas, tu vois, des autres. Ils acceptent, juste. Et les êtres humains, ils devraient plus souvent vivre comme ça. On attend toujours. On attend. Moi, quand je regarde les chats, ils live life, hein. Ouais. Ils sont juste là, dans leur instinct primitif. Ils sont là, ils se font câliner, ils mangent, et puis ils chassent, et ils regardent des trucs, et they just live life. Mais tu sais, c'est une construction... On devrait faire pareil. C'est une construction humaine de croire qu'on est au-dessus de la pyramide. C'est une construction humaine de croire que notre intelligence, notre façon de voir, de construire le monde, c'est la forme la plus ultime de comment l'intelligence devrait être. Si ça se trouve, depuis le début, c'est les cafards qui roulent leur merde qui ont raison. Peut-être. Tu vois, c'est un truc très égocentrique, et l'être humain l'a toujours été, hein. Si tu remontes il y a quelques siècles, il pensait que la Terre, c'était le centre de l'univers. Il était convaincu que le soleil devait tourner autour de la Terre parce que la Terre, c'était là où les êtres humains étaient. Tu vois le niveau d'égocentrisme. Ouais. Et aujourd'hui, on en rigole, mais avant ça, tout le monde pensait que c'était comme ça. Ma mère, elle est très pragmatique, elle est pas croyante. Ouais. Elle a grandi dans... Tu vois, par exemple, ses oncles et tantes, ils sont musulmans. Elle a un peu grandi avec eux, mais pour autant, elle a jamais forcément adhéré à... Enfin, elle y a cru longtemps jusqu'à ce qu'elle perde sa gosse, tu vois. Donc, du coup, ça l'a fâchée contre la religion. Mais tu vois, la religion, elle aide beaucoup de gens, justement, à avoir une narrative qui aide en soi. Hein. Moi, je m'y suis longtemps penchée. Et quand j'étais au plus bas dans ma vie, la religion, ça m'a énormément aidé, en fait, à me guider, en fait. Et à me dire, it's okay. Genre, donc, c'est pour ça que je continue de croire. Parce que je pense que dans tes moments très durs,
t'as envie de te rattacher à quelque chose et bizarrement la religion elle t'aide. Enfin personnellement, moi en tout cas c'est ce qui a été le cas pour moi. Et donc j'ai envie de continuer d'y croire même quand je vais bien parce que je me dis attends si ça aide autant à aller bien ou en tout cas à te donner un motif, c'est qu'il y a malgré toutes les controverses, il n'y a pas que des trucs cons dans la religion. Ah non, mais il y a des trucs très intelligents, il y a des choses qui ont été écrites, il y a des choses qui ont été établies par des personnes très intelligentes. Il y a des choses qui ont été observées pendant un truc que tu peux donner au livre saint, hein, peu importe lesquels, c'est que ça a été testé pendant des siècles et des siècles et des siècles. Il y a bien là-dedans certaines lignes qui apportent du positif aux gens et qui ont maintenu, tu sais, à travers les siècles qui passaient, les millénaires qui passaient, qui sont restés. Moi, je pense qu'il y a 3 trucs. Il y a la foi. C'est trop important. Ouais. La foi, c'est important. Ouais. Quand il te reste plus rien, c'est important de continuer de croire en quelque chose. Juste de croire en quelque chose. Quand il te reste plus rien. Et ça, il y a que les gens qui ont été au fond du trou, qui savent à quoi ça ressemble de ne plus rien avoir, en tout cas dans sa tête. Et ben, la foi, le truc de se dire, il y a peut-être quelque chose et je vais y croire qu'il y a peut-être quelque chose. C'est super important. Il y a forcément ensuite la religion, donc la formalisation de comment tu cultives cette foi. Et puis il y a l'établissement religieux où des êtres humains se l'accaparent et dire en fait c'est l'important, c'est pas la foi, l'important c'est de machin truc etc. Eux, moi par exemple je les aime pas trop, et je les valide pas trop. Mais je pense que ouais la religion c'est important et avoir un livre ou un set de croyances ou un set même de guidelines si on veut parler dans mon langage qui peuvent te dire comment gérer telle ou telle situation en mettant l'amour en avant. C'est formidable. Je trouve que ce qui nous manque, un des trucs qui nous manque et pourquoi ces sociétés elles ont tant de mal, pourquoi ça nous fait peur, pourquoi c'est si difficile, c'est qu'il nous manque des gens qui se disent moi je vais juste m'occuper d'écrire un livre pour vous conseiller. Mais juste voilà. Ça quand vous avez ce moment-là, faites ça. Mettez l'amour en avant mais faites ça, tu vois. Ouais. Et un truc adapté aux usages modernes qui prend en compte par exemple les téléphones, ce qui moi, je sais, quand je suis devenu père, ma plus grande peur, c'était, je savais comment être un bon père. T'avais pas d'outils, quoi. T'avais pas de guidelines. T'as pas de guidelines, t'as pas de livres, et surtout dans un monde où on est tous de plus en plus uniques, de plus en plus individuels, j'avais pas un truc qui me ressemblait sur l'éducation, de comment tu deviens père à 23 ans, et comment tu transmets le plus possible à tes enfants. Et par exemple, ça devrait exister. Je veux dire, après toutes les connaissances qu'on a, toutes les vidéos YouTube qu'on a, toutes les chats GPT, pourquoi j'ai toujours pas mon manuel du papa idéal? Non, ce manuel, il aide énormément. Je suis en train de l'écrire. Ouais, t'es trop rigolo. Ouais. Et voilà. Non, t'es un bon père. Encore heureux, hein. Ça mais me tu rassure. sais, au-delà d'être un bon père, je suis un père qui applique les mêmes méthodologies que j'applique à mon travail sur ma paternité. Je réévalue sans cesse. Est-ce que je suis dedans ou est-ce que je suis pas dedans? Je pense qu'il n'y a pas de bon père absolu. Je pense que c'est normal que tu fasses des erreurs de la même façon. Non, mais il y a des mauvais pères. Par définition, il est clair qu'il y a des mauvais pères. Oui, il y a forcément des mauvais pères. Mais je pense que en fait, on est dans une fluctuation où on fait des choses bien et on fait des choses un peu moins bien. Faut éviter de faire des choses très mal, hein. Et faut surtout se remettre en question. Et c'est pas parce que tu es un adulte face à cet enfant que ta façon de faire est forcément la bonne. Donc, il faut se remettre en question. Je sais pas, oui. Mais moi, je te le dis parce que j'ai grandi avec mauvais père, mauvais beau-père. Oui. Et donc, du coup, je sais ce qui est mauvais et je sais aussi ce qui est bien. Mais déjà, à partir du moment où t'aimes tes enfants, tu les tires vers le haut. Tous les jours, tu leur dis qu'ils sont super et qu'ils peuvent avoir le monde. Tu leur mets à disposition des outils. Tu te bats, tu te défonces pour eux. Tu les mets en priorité. Tu les encourages, tu les éduques, tu les aides. Enfin, je veux dire... je leur fais des blagues parfois. Tu leur fais des blagues, t'es drôle. Tu les emmènes à l'école. Enfin, like what's next? Tu te déchires pour leur payer les meilleures écoles. Oui, mais tu vois? je pense que je serais pas arrivé là si dès le début j'avais pas, tu vois, de manière constante réévaluer les bons et les mauvais choix que je faisais. Mais tu architectures tous tes bons choix en priorisant leur bonheur. Genre, tu vas être à l'écoute de tes enfants et tu vas leur accorder du soutien et les écouter avant toute chose. Tu vas pas les juger
Tu vas pas les critiquer, tu vas pas les rabaisser, tu vas jamais faire ça. Non. Donc oui, t'as un bon père, il y a pas photo. Un parent qui aime son enfant et qui le passe en priorité et qui est à l'écoute de son enfant, qui lui donne des outils et qui se bat pour le meilleur, c'est un bon père. Fin. Il y a pas besoin, un gosse, ça a pas besoin d'autre chose que d'être aimé et entendu en fait. Et soutenu, bien sûr. De l'eau, de la nourriture. Oui, toutes ces choses-là. Des vêtements, oui, c'est un plus, le fait que tu aies de l'argent. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est l'amour. À partir du moment où tu aimes et que tu passes en priorité tes enfants, et tes enfants n'ont pas demandé d'être là. Non, ils n'ont pas demandé. C'est ta responsabilité. Ils n'ont pas demandé d'être là. Eux, ils étaient dans le paradis des bébés, là, en train de chiller, de fumer des cigares, etc. Et puis du jour au lendemain, tu les amènes sur la terre. Je crois pas qu'ils fument des cigares. Et ils sont là, ils ont dit, mais j'ai rien demandé. Ben, c'est ta responsabilité, que tu le veuilles ou non, c'est ta responsabilité. Et c'est pas leur responsabilité de devoir justifier leur existence. Ouais. Ou d'être coupable. Ou d'être coupable. Et à partir du moment où tu les aimes, que tu les passes en priorité parce que tu sais que c'est ta responsabilité, normalement, ça se passe bien. Un des éléments parfois qui fait que ça se passe mal, à partir du moment où tu les aimes et que tu les passes en priorité, c'est si tu es hypocrite avec toi-même. Et je donne toujours l'exemple, il y a des gens qui disent « Ouais, moi je serais prêt à tout faire pour mes enfants, je serais prêt à aller jusqu'au bout du monde pour mes enfants, je serais même prêt à tuer des gens pour mes enfants. » Ok, est-ce que tu es capable de t'entendre avec la mère de tes enfants? Non, en fait, c'est pas tout à fait comme ça. Tu dis, ah ouais, en fait, t'es un gros hypocrite. Ouais. Parce que tes enfants, ils aiment leur mère, ils t'aiment aussi, pour leur bien. C'est logique qu'une entente entre parents, c'est mieux. Ouais. T'es soi-disant capable d'aller faire la guerre, mais t'es pas capable de prendre sur toi 5 minutes quand tu interfaces avec une autre humain, parce que celle-ci, maintenant, elle sort avec un autre gars. Ouais. Ah! Et cette hypocrisie, en fait, c'est celle qu'il faut vaincre. Ouais. C'est vrai que ce modèle, il peut paraître lunaire parce que les gens préfèrent choisir la haine, en fait, c'est plus réconfortant, ça demande de faire moins d'efforts. Oui, ça demande. En fait, c'est ça. C'est pas tant la haine. Les gens ne choisissent pas la haine. Les gens, ils pourraient se passer de haine. Oui, ils sont juste lazy, quoi. Ils sont juste lazy et ça demande moins d'efforts. Alors, chaque fois que je dis ça, il y a des gens qui disent ouais, mais moi, ma mère, elle a essayé de m'assassiner 4 fois. Oui, il y a des choses où si ton père il est contre ta mère parce que ta mère a essayé de t'assassiner 4 fois, c'est logique. Oui, il y a des choses logiques. Voilà. Mais généralement, c'est pas ces cas de figure-là. Mais généralement, c'est pas ces cas de figure-là. Généralement, c'est des petites histoires de il m'a trompé, elle m'a trompé, il est avec sa nouvelle nana, elle est avec son nouveau gars, la pension élémentaire, il a payé 2 semaines en retard, du coup c'est un enfoiré, les machins. En général, c'est vraiment des petits trucs qui, avec de l'effort, vous pourriez passer au-dessus pour le bien des enfants. Après, il y a des gens qui disent, moi, je suis incapable de faire le tour du monde pour mes enfants. Hein. Et eux, tranquille, je les mets pas au même niveau d'exigence. Ils disent, non, moi, j'aime bien ma vie, tu vois, mes enfants, je leur donne, voilà, je les éduque et tout, et après, voilà, mais je vais pas aller me sacrifier. Si je dois en sacrifier un, je sacrifie mon fils, hein. Eux, alors, tu vois, je leur mets pas au même niveau d'exigence. Je dis, ok, je vais pas vous demander d'aller voir plus loin. Mais ceux qui prêchent ouais, moi, voilà, pour mes enfants, c'est ma vie et tout. Et puis qui prennent leur enfant alors qu'il a 4 ans pour l'emmener en bas de chez leur ex pour commencer à crier, pour commencer à dire, bah voilà, les valises. Oui, moi j'ai eu cette vie. Moi je déteste ça. C'est pour ça que j'admire ça chez toi. Mais ça devrait être basique, c'est juste qu'on n'a pas eu assez de modèles. Et moi, j'ai eu de la chance de voir plusieurs familles qui étaient comme ça. Une famille, quand j'étais très jeune en primaire, c'est carrément le père et la mère, alors qu'ils s'étaient séparés, ils avaient acheté 2 maisons mitoyennes. Ou bien, plus tard, je sortais avec une fille, sa mère avait adopté les enfants du père du mariage précédent, tu vois. Genre, elle les avait élevés comme si c'était vraiment ses enfants à 100%, parce que la mère, pour le coup, elle était très instable. Et moi, la première fois que je vois ça, venant d'une famille où mes parents avaient été divorcés, où la rupture avait été assez difficile, et j'arrivais pas à le croire. Je disais, donc ta mère, elle s'occupe vraiment de ces gosses-là, alors que c'est pas ses gosses. Ouais, non, c'est mes frères. Ta mère, c'est ses gosses. Ouais. Non, mais vous êtes des malades. Ton père, il est polygame. Non, mon père, il est pas polygame. Et j'étais ce petit con de 18 ans. 5 ans plus tard, bam, les enfants. Le petit con, il a dû évoluer. Ah, ça, c'est pas mal, un petit con avec des enfants. Comment ça? Pour me définir.
Non, t'es tellement plus que ça. Ouais, je suis plus que ça. Tellement plus que ça. Mais à chaque fois, je mets le doigt dessus et je le pointe du doigt très spécifiquement parce que moi, dès la première fois où je t'ai vu, c'est ce que j'ai vu chez toi, je t'ai trouvé fascinant. Et tous les gens qui t'ont rencontré ou qui t'ont vu apparaître sur ma chaîne d'un clin d'œil ou quoi que ce soit, ont toujours eu des a priori sur toi. D'ailleurs, la majorité des gens ont des a priori sur toi. Toujours. Et moi, c'est mon côté justicière. Je déteste ça parce que t'es la personne la plus intelligente, la plus éloquente, la plus profonde que j'ai dans mon entourage et la gentil, plus fascinante. Mais c'est un combat sur lequel, en tout cas, ni toi ni moi on se mettra d'accord parce que moi je l'ai vécu toute ma vie et ça m'a pas empêché. Oui, je sais que tu t'en fous, mais moi, tu vois, c'est un petit flex. C'est comme montrer mon sac Chanel, ou mon sac Hermès, ou whatever. Je suis pas un sac. Je dis pas que t'es un sac. Non, si. Si, j'ai clairement dit ça. T'as clairement dit que non, j'ai clairement dit que t'étais un sac. Oh, regardez mon copain. Il est génial. Il est génial, mon copain. Oui, mais c'est juste que je t'aime et je suis fière de toi. Est-ce que toi, tu l'as? Non, tu peux pas te le payer. Franchement, ouais, c'est totalement ça. Mais après, dès que quelqu'un m'approche, pourquoi tu l'approches? Non, mais oui, c'est totalement ça. Mais je sais pas, c'est genre, je suis trop fière de toi, c'est tout. C'est juste de la fierté. Et tu sais, ce qui est fascinant, c'est que toutes les personnes qui te rencontrent, elles voient les choses avec le même œil que moi. Tous les gens qui te connaissent te trouvent formidable. Mais c'est parce que tu l'es, c'est tout fin. Et si je peux au moins avoir un podcast avec la personne que j'aime le plus et que je trouve si formidable, tu vois, I'm so happy. Genre, ça me rend heureuse, c'est tout. Ben, je suis happy. Moi, j'aimerais bien revenir dans ton podcast dans 365 jours.